Hello Business, l'émission de la finance, de la tech et du business. Bienvenue. Nous recevons M. Louis Bangatolo, directeur général de la BVMAC, la Bourse des valeurs immobilières de l'Afrique centrale. Bonjour, bonsoir, Monsieur le directeur général. Bonsoir, M. Bimogo. À l'occasion de ce Hello Business spécial Semaine internationale de l'investisseur 2022 de la CEMAC, nous avons une série de questions à vous poser par rapport à la thématique de cette édition 2022 sur la résilience de l'investisseur et la finance durable, mais également plus directement sur les opportunités pour le petit investisseur sur le marché financier, à la fois le marché primaire, le marché secondaire, de la place de marché que vous dirigez pour l'Afrique centrale. Alors, première question, quel est le pourcentage ou la proportion des petits investisseurs sur le marché de la BVMAC? Alors, le pourcentage est malheureusement assez faible, que ce soit déjà pour situer un petit peu les téléspectateurs. Il faut savoir que le jour où on est aujourd'hui, nous avons sur l'ensemble de la CEMAC, qui compte environ 55 millions d'âmes, à peine 8500 comptes titres. 8500 comptes titres, donc qui sont aujourd'hui gérés par l'ensemble des acteurs, et Dieu seul sait que les acteurs sont plutôt nombreux. Donc, dans ces 8500 comptes titres, heureusement, nous avons vu le 28 dernier que la capitalisation boursière, c'est-à-dire les encours gérés par le marché financier au niveau du compartiment obligataire, sont aux alentours de 1000 milliards déjà, sachant que sur le compartiment action, nous sommes aux alentours de 600 milliards. Donc, ces 8500 investisseurs, ce sont ces 8500 investisseurs qui présentent cette performance. Aujourd'hui, les acteurs privés, quel est le pourcentage? Je dirais aux alentours de 2%. Donc malheureusement, notre marché est encore dominé par les corporates, c'est-à-dire les investisseurs institutionnels, que ce soit les banques ou les compagnies d'assurance. Ça, c'est en termes de volumétrie. Mais en termes de nombre d'investisseurs, sur les 8500 que nous avons dit tout à l'heure, nous avons environ 8000 particuliers et 500 corporates. C'est-à-dire qu'en valeur relative, c'est 2%, mais en valeur absolue, c'est plus important que les corporates. Exactement. Alors, quelle est cette portion congrue, on devrait dire, quel est le profil de ces petits investisseurs? Alors, le profil des petits investisseurs aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est déjà les salariés. Les salariés du secteur public, la fonction publique, donc des fonctionnaires qui souscrivent régulièrement. Les salariés d'entreprise, c'est-à-dire des sociétés privées, souvent les salariés des sociétés motrices, mais également l'ensemble des salariés qui sont aujourd'hui dans les structures qui s'intéressent au marché financier. Nous avons par exemple les employés des banques, des sociétés de gestion, les employés des sociétés de bourse. C'est beaucoup plus effectivement à ce niveau-là qu'on les retrouve. Bien évidemment, nous avons aussi une autre classe d'investisseurs, plutôt à l'international, qui sont de la diaspora, qui suivent comment le marché évolue, qui de temps en temps, par opération, nous avons environ une cinquantaine d'investisseurs qui sont basés en Chine, en France, aux États-Unis, ainsi de suite, que nous comptabilisons dans les investisseurs que nous réussissons à mobiliser jusqu'à ce jour sur notre marché. Quel est le message que vous pouvez donner à ces petits investisseurs potentiels, ces primo-investisseurs qui sont les plus nombreux en termes de chiffres, en termes même de proportion de la population générale? Quel est le message pour une attraction de ceux-ci vers le marché afin qu'il soit plus dense et qu'on passe de 2% à 10% par exemple? Alors, le message est très simple. Le message est très simple. Aujourd'hui, les investisseurs au niveau de la CEMAC sont en train d'envahir un certain nombre de canaux, c'est-à-dire pour pouvoir placer leurs épargnes à des proportions qui malheureusement restent dans un circuit non formel, donc non identifiable.
ce que nous voulons dans un premier temps, c'est que ces personnes-là qui sont dans certains couloirs, parce qu'ils savent que dans une vie, c'est-à-dire on peut gérer son patrimoine sur des placements, c'est-à-dire que ce soit en valeur mobilière, que ce soit en cryptoactifs ou en crypto-monnaie. C'est-à-dire il faut que ces personnes-là sachent que le marché financier les attend et le marché financier leur propose exactement, c'est-à-dire le même confort, les rendements, peut-être pas au même niveau, la sécurité, la conformité. Et nous pensons que tous ces acteurs-là, nous sommes en train d'agir sur les points de faiblesse que nous constatons. Le premier point de faiblesse, c'est qu'ils disent que les tickets d'entrée des opérations qui sont sur notre marché sont souvent un peu plus élevés. Donc on est en train d'agir pour ramener ces tickets-là à un niveau abordable, y compris par des alchimies de fractionnement, c'est-à-dire complètement légales. Donc on est en train d'agir, on est en train de leur adresser un message pour leur dire de tester le marché financier. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette semaine de l'investisseur, il y a eu un jeu qui s'est passé dans cette salle, quelque chose d'assez inédit, où des personnes ont non seulement répondu à des questions sur des thèmes, des questions que les gens se posent tous les jours, mais également ont vu une comparaison entre des professionnels aguerris qui leur proposent des financements, mais également des vendeurs d'illusions. Et ça, c'est ce qui est important pour leur dire que intéressez-vous au marché, regardez ce qui est en train de se passer ici, faites aussi le choix, c'est-à-dire de venir sur ce marché, sur ce couloir beaucoup plus formel, même si les rendements peuvent paraître insignifiants dans un premier temps, vous n'allez trouver que de la sécurité, de la conformité et de la protection que ce soit des gouvernants, que ce soit des régulateurs, vous allez les trouver. Et demain, on ne dira plus que vous êtes fait avoir. Donc, en réalité, venez sur ce marché. Nous savons que nous avons au niveau de notre sous-région un problème en termes de faiblesse de bancarisation. C'est-à-dire ça déteint sur le marché financier. C'est-à-dire la faible bancarisation que nous avons sur le secteur bancaire déteint un petit peu. Mais déjà au niveau du secteur bancaire, dans un pays comme le Cameroun, on a environ 4 millions de comptes. Si ces 4 millions de comptes pouvaient se déverser sur le marché financier, ce serait déjà un saut quantique. Donc un message de intéressez-vous, visitez ce couloir, il y a beaucoup de protection, il y a une gestion des risques qui est vraiment bien faite, tout le monde regarde, les États regardent, et vous avez la possibilité d'investir, de participer au développement de votre pays, de vos pays, mais également aussi, effectivement, de vous faire un petit peu d'argent avec tout ce que nous avons essayé de mettre en place pour garantir la liquidité. Alors, pour le citoyen lambda, le marché financier, malgré les activités, les actions de promotion qui sont déployées par les différents acteurs, cela reste une caste, un monde très confiné, très fermé et qui ne paraît pas accessible. J'en veux pour exemple que pour un événement grand public comme la Semaine internationale de l'investisseur, beaucoup de cibles ont cru qu'il fallait payer un ticket d'entrée pour y assister alors que c'était un événement grand public. Nous allons écouter justement le public à travers des questions directes qui vous poseront donc des questions en rapport avec le marché financier et vous allez y répondre directement également. L'investisseur qui n'est pas qualifié puisse vraiment, mais alors réellement, comprendre les mécanismes, savoir où est-ce qu'il faut mettre son argent, quel produit il faut utiliser ou quel produit il faut investir à l'intérieur pour pouvoir gagner. Vous avez l'assurance lorsque vous investissez que les investissements que vous consentez sont garantis, encadrés par des acteurs crédibles, à l'instar de la Banque centrale, la BEAC, la Commission de surveillance du marché financier d'Afrique centrale, et tous les autres organismes du marché qui encadrent donc votre épargne. Donc ça, c'est la première chose, la garantie, la sécurité. Monsieur le directeur général, on revient en plateau. C'était plutôt des contributions ou des analyses de certains participants dans la salle à l'occasion de cette semaine internationale de l'investisseur. On a recueilli quelques questions, mais qui ne seront pas formulées directement par ceux qui les ont posées. Il y a en date du 24 mai 2022, un des
actionnaires de sociétés cotées à la BVMAC a constaté qu'il y avait un problème de 2 AG, c'est-à-dire les AG de la société Socapalm et Safacam et la régionale, qui ont été programmés le même jour, et il se pose la question que ce sont des entités qui sont basées toutes à Yaoundé pour 2 d'entre elles, tandis que la régionale est basée donc 2 d'entre elles sont basées à Douala et la régionale est basée à Yaoundé. Alors il pose la question, est-ce une erreur de calendrier ou avait-il un but escamoté derrière tout ça? Voilà, ça c'est la question de M. Fongan Rigobert, qui est un actionnaire des sociétés cotées à la BVMAC. Alors, j'ai effectivement eu l'avantage de croiser M. Fongan qui m'a dit qu'il se serait attendu à ce que la BVMAC recadre les émetteurs pour qu'ils puissent faire une planification qui fasse qu'il n'y ait pas de conflit d'agenda. J'ai dit que j'ai pris le point, mais en réalité, je lui ai aussi rappelé qu'en tant qu'actionnaire, il doit savoir aussi que c'est le conseil d'administration qui convoque une AG. Lorsqu'un conseil d'administration vote une résolution pour convoquer l'Assemblée générale, je ne sais pas si les entités cotées se concertent. Ça peut être des coïncidences, peut-être sur les journées, peut-être sur les horaires, mais puisque ça semble gêner effectivement cet acteur-là, qui m'a fait la confidence selon laquelle il a investi sur 4 des 6 sociétés cotées. J'ai dit que j'ai pris le point et je vais essayer de voir. Parce qu'on peut aussi créer quelque chose. On peut aussi sensibiliser ces émetteurs qui sont cotés chez nous pour leur dire d'avoir une planification. Bien évidemment, les règles OHADA, c'est qu'un actionnaire peut se faire représenter en cas de conflit d'agenda, il peut choisir là où il pense que ce sera plus pertinent, sur la base des états financiers qu'il a reçus, qui participe personnellement à une AG, mais également il a la possibilité de pouvoir désigner effectivement quelqu'un qui peut non seulement exercer son droit de vote, mais également soumettre les questions qu'il pourrait avoir à poser. Donc c'est une doléance nouvelle, hein. C'est une doléance nouvelle, on va voir. La BVMAC n'a vraiment pas le pouvoir de pouvoir interférer dans les résolutions des conseils d'administration. Et je ne pense pas qu'il y avait un complot des sociétés émettrices de tous convoquer les assemblées le même jour. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y a des règles, c'est-à-dire en matière d'AG, et même des règles en matière de paiement des dividendes, qui sont des règles OHADA, qui font que tout le monde, au plus tard, normalement, les sociétés convoquent souvent les AG, c'est-à-dire au mois de juin, parce qu'il faut payer les dividendes au plus tard le 30 septembre. Sinon, c'est très compliqué. Vous êtes en infraction. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est-à-dire tout le monde court vers la date butoir, qui est la date du 30 septembre, et ce n'est que sur ce facteur-là que je peux mettre cela, mais je lui ai dit, je vais quand même voir s'il est possible, comme la Banque centrale a fait avec les États, pour leur dire de faire un chronogramme des sorties, lorsqu'ils viennent sur le monétaire, de voir si les sociétés cotées peuvent faire, je ne sais pas, une programmation qui permette à ce que les actionnaires puissent... donc on a pris le point, on va essayer d'en parler à nos partenaires qui sont les sociétés cotées en bourse. Dernière question, Monsieur le Directeur Général. La chronique nous a montré une certaine appétence des populations pour des rendements très élevés. Des rendements du type 200-300% dans une échéance très courte. Donc il y a comme une forme de recherche de vaches à lait. Est-ce que vous aurez des vaches à lait, cette fois-ci dans le marché régulé, à proposer aux petits investisseurs, aux primo-investisseurs qui vous écoutent maintenant, qui a sans doute dans son compte d'épargne ou dans son bas de laine 100 000, 500 000, 1 million, dans quelle vache à lait en termes de véhicules d'investissement pourrait-il investir en CEMAC? Alors, les vaches à lait, je peux en trouver, mais pas dans les proportions que vous avez données, jusqu'à 200-300% de rendement. On peut en trouver, c'est-à-dire au niveau du compartiment action. Au niveau du compartiment action, ce qu'il faut comprendre, déjà la régionale l'a fait, c'est de dire, à un moment donné, vous achetez des actions, le rendement n'est pas forcément les dividendes. La régionale a fait une distribution gratuite d'actions.
Donc, lorsque vous distribuez gratuitement des actions, vous qui avez acheté les actions, si vous avez acheté une action à 43 000 ou à 42 000, je crois que c'était 42 000, lorsqu'on vous donne 2, 3, 4, 5 actions nouvelles, parce qu'on a fait une incorporation de réserve, en réalité, on vient de vous donner environ 200 ou 300 000. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas avoir cet argent-là crédité dans votre compte, mais ce que vous venez de gagner. Donc, nous sommes dans une situation à peu près similaire où tous les bancaires, parce que là, j'en ai deux maintenant, c'est-à-dire la régionale et puis Banqueray. Les bancaires ont eu un gel de distribution de dividendes qui était imposé par la COBAC, c'est-à-dire en raison de la Covid. La COBAC a sorti une circulaire il y a une semaine pour lever cette interdiction. Ça veut dire 2020-2021, c'était interdit de distribuer les dividendes. Là, ça a été levé. Quand vous voyez à quel niveau de prix Banqueray est arrivé à la cote, 206 000, qui peut paraître exorbitant, c'est-à-dire pour le petit actionnaire, mais en réalité, Banqueray est une banque qui est venue à la cote sans prime de goodwill sur la valorisation, sans actualisation des cash flows de goodwill, qu'est-ce que ça veut le dire? bien-être. En réalité, lorsque vous faites une évaluation du prix d'une action, vous ne vendez pas seulement l'existant. Vous vendez les projections futures à ce qui arrive. C'est ce qu'on appelle souvent la prime. La prime d'émission, on dit que le prix de l'action, c'est tant, c'est 100 000 francs dans le statut. Une prime de bienvenue. C'est une prime, c'est-à-dire vous êtes dans une entreprise qui a 15 ans d'ancienneté, qui était bien gérée, qui a collecté un certain nombre de ressources, et pour lesquelles la trajectoire, c'est-à-dire le futur, est plutôt radieux. Et donc, nous vous vendons, c'est-à-dire cette expertise, et on ajoute un petit bonus, c'est-à-dire pour les actionnaires qui avaient bien géré. Donc, Banqueray est venu sans appliquer ni la prime de goodwill, ni l'actualisation des cash flows, c'est-à-dire comme on fait souvent. Ils sont venus à leur valeur nette comptable. Ça veut dire, je prends mon capital social, j'y ajoute tout ce qui est les réserves, les revenus, tout ce qui est le report à nouveau dans tous les bénéfices qu'ils ont fait, c'est-à-dire qui n'ont pas été distribués, et ils le divisent par le nombre d'actions. Et c'est ça qui a donné 206 000. Ce qui veut dire que celui qui a une action de Banqueray, qui a déjà 2, 3 exercices sans distribuer les dividendes, c'est-à-dire il sera assez riche, c'est-à-dire lorsqu'on va clôturer les comptes de 2022, parce que maintenant les banques peuvent à nouveau distribuer les dividendes. Donc je peux appeler ça un peu des vaches à lait, de dire il faut être dans l'actionnariat à ce moment précis. Ceux qui étaient dans l'actionnariat de la régionale au moment où ils ont fait la levée de fonds en mars, ont bénéficié, c'est-à-dire à fin décembre, ils ont bénéficié déjà de la distribution d'actions gratuites. Ils vont bénéficier l'année prochaine de la distribution, peut-être des dividendes certainement. Donc en fait, c'est des choses qu'il faut regarder. Bon, maintenant, sur le compartiment obligataire, on a quand même quelques valeurs des valeurs beaucoup plus des souverains. L'État du Cameroun qui vient d'arriver, qui performe quand même au niveau de 6,25% net d'impôts et taxes. Ça veut dire que si vous êtes un investisseur institutionnel, une entreprise, si vous prenez 100, vous avez 625, c'est-à-dire que vous pouvez directement positionner pour distribuer votre dividende avec. C'est-à-dire que ça ne va pas venir subir tous les décomptes, IS, machin. On enlève, on positionne ça directement. Le brut est supérieur. Ça va directement sur le résultat net. C'est ce que ça veut dire. Donc vous dites 6%, 6,25% net veut dire que je calcule l'investissement que j'ai fait. Je prends ce rendement, je le colle directement sur ma ligne résultat net. Donc le brut est au-delà de 6,25%. Non, c'est le brut et le net. D'accord. Donc c'est ce que j'appelle un peu vache à lait pour aller dans l'expression que vous avez. Ce qui n'est pas le cas des corporates qui sont là, parce que j'ai Alios qui est aussi coté. Et malheureusement, tu as dit pour Alios, par exemple, de 5,40, vous devez d'abord passer par les impôts, vous enlevez l'IFCM, ensuite vous mettez l'IS dessus, avant de tomber sur un net qui est aux alentours de 4,90. Donc ça c'est des produits financiers qui peuvent regarder. Mais de manière générale, ce que je conseille aussi, c'est que nous avons un certain nombre d'ingénieurs financiers sur notre marché, c'est-à-dire les institutionnels qui sont les asset managers. Vous allez les avoir certainement sur ce plateau.
eux, ils sont à mesure de vous faire un mix. C'est-à-dire, eux, ils sont à l'affût de tout ce qui est bon produit. Ils vous mélangent tout ça. Ils font une optimisation et ils vous présentent. Donc aujourd'hui, l'investisseur au niveau de la CEMAC doit savoir que ces personnes existent, les sociétés de gestion. C'est très important lorsqu'ils ne veulent pas réfléchir. Qu'ils aillent regarder le rendement là-bas et qu'il faut qu'ils sachent que les rendements qui sont là-bas, on leur présente un rendement net après qu'ils aient enlevé leurs frais de gestion. Donc c'est un peu ça que je peux dire aujourd'hui, que il y a des acteurs, c'est-à-dire qui sont en mesure de bien parler de tout ce qui est vache à lait, peut-être des fonds communs de placement obligataire ou actions, et puis voilà. Merci, monsieur le directeur général de la BVMAC. C'est moi qui vous remercie. Hello Business, le rendez-vous de la finance, la tech et du business. Bienvenue à nouveau. Nous recevons à présent Madame Nelly Chattier-Diop, directeur général de Makeda Capital. Bonjour, bonsoir, Madame, directeur général. Bonsoir, Monsieur Limogo. Alors, Madame le directeur général, l'année dernière, vous avez lancé une opération en capital investissement qui était plutôt orientée finance durable, l'un des thèmes de l'édition 2022 de la Semaine internationale de l'investisseur. Est-ce que vous pouvez faire un retour d'expérience sur cette opération? Bien sûr. Bon, déjà, je dois préciser que cette opération, évidemment, à l'époque, n'étant pas encore agréée sur les marchés de la zone CEMAC, ne s'est pas faite en zone CEMAC. C'était une opération avec du capital investissement. Et quand on parle de finances durables, dans le cas de la levée de fonds qu'on a eu à structurer, c'était beaucoup plus sur des aspects aussi sociétaux et de gouvernance, dans le sens où le constat qui était fait dans le domaine de la finance ou de la fintech, finance et technologie, c'est le fait que on ne s'adresse pas forcément aux petits investisseurs. Et quand je parle de petits investisseurs, je parle de la Bayam Salam, je parle du conducteur de mototaxi qui peut-être n'a que 1000 francs à investir tous les 3 jours. Et le deuxième aspect, c'était l'aspect du genre. Au-delà de la catégorie socio-professionnelle, quand on regarde le pool des investisseurs dans notre zone ou même dans le monde entier, combien de femmes sont sur les marchés financiers. Donc il me semblait pertinent de lever des capitaux pour pouvoir structurer des produits digitaux plus adaptés à ces populations-là. Et c'était le sens en fait de cette levée de fonds-là. Alors, on parle justement de finances digitales. L'environnement a connu avec la Covid une prolifération d'offres allant dans tous les sens et avec les dérives qui vont avec. Certains se sont soldés par des banqueroutes et des pertes en capital, enfin, en termes d'épargne pour ceux qui y ont souscrit. Au regard de ces dérives-là, quel est l'avenir que vous percevez de tout ce qui est digital, offre de produits digitaux, fintech à court et moyen terme dans l'environnement de la CEMAC? Au-delà, bien évidemment, de certaines fintech qu'on peut considérer comme étant telles dans la finance bancaire, notamment la monnaie mobile. Mobile money, voilà. Au-delà, qui est un franc succès, on doit le dire. Bien sûr. Voilà. Quel est l'avenir pour ce secteur? En fait, vous savez, quand on s'observe, souvent on a l'impression d'être en retard et on a peur, on se dit on va trop vite. Le monde dans lequel on vit n'est plus un monde clos, c'est un monde très ouvert. Et tout comme Internet, avec l'accès à l'information, a apporté énormément de dérives. On parle aujourd'hui de la cybercriminalité. Ça a aussi le mérite d'apporter énormément de belles choses. Par exemple, pendant la Covid, nous avons eu des enfants qui pouvaient suivre leurs cours en ligne grâce à Internet. Nous avons eu des entreprises qui pouvaient continuer à exercer et à avoir leurs employés en télétravail. Tout ça s'est fait sur des plateformes digitales. Donc il ne faut pas que le digital fasse peur. Apporter la finance sur le digital, pour moi, c'est un pas de plus vers la réalisation de l'inclusion financière. Évidemment, il ne faut pas le faire n'importe comment et avec n'importe qui. Et je salue à ce propos les acteurs du marché de l'Afrique centrale qui essayent d'aller très très vite, notamment quand on lit les nouveaux règlements de la COSUMAF qui incorporent
ce principe d'actifs numériques pour pouvoir vraiment identifier les bons acteurs des mauvais acteurs et encadrer un peu plus ce mouvement-là. Aller vers le digital, c'est l'avenir. Tout le monde aujourd'hui a un téléphone mobile, tout le monde est confortable aujourd'hui d'avoir son argent sur son téléphone. La prochaine étape, c'est comment faire en sorte que cet argent puisse fructifier, puisse générer des intérêts pour réaliser des projets. Et nous, les sociétés de gestion de portefeuille, mes partenaires et moi, on s'appuie justement sur tous les actifs que proposent les émetteurs de notre marché, que ce soit actions, obligations monétaires, ou alors obligations sur le marché de la BVMAC, afin de permettre à nos concitoyens d'avoir des rendements raisonnables et qui garantissent leur capital quand on parle de la partie obligation. À chaque fois que vous voyez des promesses très alléchantes, quand on vous promet énormément de rendements, il faut toujours vous poser la question du risque associé. Le couple rendement-risque, que ce soit sur un support digital ou un support traditionnel, est un couple qui va toujours ensemble. Mais le risque est encore plus important lorsque c'est dématérialisé, puisque le digital, on le perçoit, on ne le touche pas. Raison de plus pour avoir des doutes sur l'évolution harmonieuse ou alors... Vous savez, la première fois que j'ai demandé à ma grand-mère, quand elle faisait le trajet, parce qu'elle avait l'habitude de faire le trajet du village à Douala, et de prendre le bus et de s'endormir et de se faire voler son cash. Et elle refusait d'aller vers le mobile money parce qu'elle me disait, mais moi, j'ai besoin de toucher le cash. Et quand elle s'est rendue compte qu'elle pouvait aller déposer son argent mobile money au village, voyager dans le bus et retirer son argent une fois arrivé sur Douala, c'est aussi le digital. Donc oui, c'est plus facile, ça protège aussi, et il faut éduquer le concitoyen pour ne pas tomber dans les dérives. Donc c'est plus facile parce que l'acquisition du client est plus facile, parce que les supports, quand ils sont non maîtrisés, on peut plus facilement les abuser, mais avec un peu d'éducation, avec un peu d'encadrement, les bénéfices supplantent énormément les risques. Alors, revenant sur la finance verte, quel type de produit à court et moyen terme vous pourrez proposer aux petits investisseurs, puisque la semaine l'investisseur s'adresse pour cœur des cibles, le petit investisseur qui n'a pas un encadrement à la fois en termes de due diligence adapté, mais également en termes de précaution, comme l'investisseur qualifié. Quel type de produit pourrait être développé à court et moyen terme pour l'étudiant, pour le jeune employé du secteur public ou privé qui vous écoute? Ce ne sera pas forcément la finance verte parce que je ne suis pas sûre que le petit étudiant se préoccupe beaucoup de la finance verte en ce moment, même si on essaye de plus en plus d'amener ce type d'actifs sur les marchés. Aujourd'hui, nous avons via une application mobile qui s'appelle Ejara, donner la possibilité à tout un chacun, étudiant, Bayam Salam, voilà, tout le secteur informel, de pouvoir investir sur des obligations d'État à partir de 1000 francs avec des rendements à l'ordre de 5% en montant. Et en fait, ils ont la possibilité de voir matérialiser quotidiennement les intérêts qu'ils agrègent. Et voilà, ce sont des obligations, ce sont des actifs de maturité de 2 ans, 3 ans, et en leur donnant la flexibilité de pouvoir entrer, sortir. Donc ça reste liquide, avec un capital qui est préservé, et un rendement qui est certain puisque garanti par la BIAC. Quel est le niveau de liquidité justement? À quelle cadence peuvent-ils entrer et sortir? Aujourd'hui, ils peuvent entrer et sortir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sur votre plateforme? Voilà, tout à fait. Elle a quel âge, Ejara? Ejara aujourd'hui a 2 ans. Combien d'utilisateurs? 60 000 utilisateurs en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et dans la diaspora. Ça veut dire que vous croyez beaucoup à l'avenir de la FinTech, adossé notamment sur les services via le digital. Bien sûr. Vous voyez, ce n'est pas... Ce qu'on essaye de faire, c'est quelque chose d'unique dans notre région. Si vous regardez les autres régions, que ce soit les marchés développés ou les marchés émergents, ce type d'application, il y en a 15, il y en a 20. Donc j'ose espérer qu'aujourd'hui, on parle seulement d'Ejara. Demain, après-demain, il y aura beaucoup plus d'acteurs qui opéreront avec le digital, mais adossé à des acteurs régulés. C'est très important de toujours garder en tête que oui, l'innovation souvent va un peu plus vite que la réglementation, mais ça n'empêche pas qu'il faut toujours discuter, échanger
et essayer de faire en sorte que la régulation avance pour que ce soit encadré, pour qu'on ait la protection des investisseurs, parce que nous sommes, on ne va pas se mentir, nous sommes dans des pays où la plupart de nos concitoyens n'ont pas beaucoup d'argent. Donc perdre même 1000 francs, c'est un scandale. On ne devrait pas pouvoir permettre que les investisseurs se fassent arnaquer même de 1000 francs. Donc c'est très important d'embrasser l'innovation, d'embrasser le secteur digital. Et je crois fermement que dans 2 ans, quand on se reparlera, on sera à plusieurs millions d'utilisateurs. C'est tout le mal que je nous souhaite. Alors, Nelly Chatier-Diop, dernière question. Vous allez regarder votre caméra. Quel est le conseil ou alors quel est l'argument massu que vous pourrez donner aux primo-investisseur ou un investisseur potentiel qui estime que le marché financier, c'est un monde très fermé pour les experts et qui n'est pas pour lui. Qu'est-ce que vous lui direz pour qu'il franchisse le pas et qu'il vienne investir ces 50 000 ou ces 100 000 francs dans votre gestion collective? Ben écoutez, je lui dirais que le marché a beaucoup changé. Nous sommes sur un marché jeune, mais qui a énormément évolué. Aujourd'hui, nous avons 11 acteurs, sociétés de gestion d'actifs dans la zone. Si vous pensez qu'avec un acteur, il ne vous ressemble peut-être pas, ce n'est pas pour vous, essayez l'acteur suivant et vous verrez qu'on vient tous avec des backgrounds divers, avec tous des structurations de produits différentes, avec des offres digitales ou non, avec même des fonds communs de placement qui commencent à partir de 10 000 francs. Il y en a pour tout le monde. Il y a des femmes, des hommes, investisseurs, donc qui vous ressemblent. Lancez-vous. Je pense qu'il faut se lancer. Et en baissant la barre à 1000 francs, on a voulu la rendre tellement accessible qu'il y a moins de questions existentielles à se poser pour tester. De toute façon, vous pouvez sortir votre capital dès le lendemain ou dès 1 heure après l'investissement. Donc lancez-vous, testez, faites-nous confiance. Faites confiance dans le fait qu'il y a des régulateurs, il y a une banque centrale, il y a tous ces intermédiaires de marché qui ont à cœur de faire en sorte que le marché continue de grossir et que vous aussi vous puissiez en profiter à fond, parce que jusqu'ici, c'est plutôt les banques, les assurances et des gros institutionnels qui ont pu bénéficier de ces taux qui sont très importants. Madame le directeur général, merci. Merci bien. Hello Business, rendez-vous de la finance, de la tech et du business, bienvenue. Monsieur le directeur général de Harvest Asset Management, bienvenue à Hello Business. Merci, monsieur. Monsieur Marc Kamgang. Merci, monsieur Bigobo. Vous êtes le leader de la gestion d'actifs en zone CEMAC. Est-ce vrai? Déjà, merci encore pour l'invitation sur votre plateau. C'est toujours un honneur de contribuer à édifier à notre humble niveau les téléspectateurs sur ce qui se passe en CEMAC, sur le marché financier globalement et spécifiquement sur la gestion d'actifs qui est notre cœur d'activité. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une activité qui grandit bien. On est 11 et sur les 11, de par les chiffres de la COSUMAF, à fin 2021, c'est un actif global de 350 milliards. Nous gérons 250, donc à peu près 70% de part de marché. Suivi, je ne sais pas si c'est de près ou de loin, par d'autres acteurs à 19 et par le reste. Donc effectivement, nous sommes leaders, mais je peux vous garantir que c'est quelque chose qui nous fait plaisir naturellement. Moi, je souhaiterais peut-être avoir moins de pourcentage de part de marché, mais avoir un actif global plus grand. Donc on serait vraiment plus content, un peu comme dans le secteur bancaire, où les premiers ont 20%, mais gèrent des milliers de francs, des milliards de francs CFA, des milliers de milliards. Qu'est-ce qui fait la spécificité de Harvest, de l'offre en termes de gestion de portefeuille de Harvest Asset Management? C'est une très belle question, parce que très belle question dans le sens où la gestion d'actifs, c'est un métier. C'est un métier qui demande, d'ailleurs, dans le cas de l'agrément, le régulateur fait très attention à vos capacités techniques, votre processus opérationnel et tout le dispositif que vous mettez en place. Donc aujourd'hui, nous, ça fait près de 20 ans qu'on opère dans ce secteur d'activité, 5 ans aujourd'hui en Afrique centrale, en CEMAC, avec un conseil d'administration qui est à peu près 70 ans au total d'années d'expérience sur l'activité, ce qui fait qu'on a une très bonne connaissance à la fois de technique du sujet. On a mis un peu de temps à bien comprendre l'environnement parce que finalement c'est de l'épargne locale et on pense quand même que ce volet service autour du client fait aujourd'hui qu'ils sont assez satisfaits et d'ailleurs ça ne fait qu'attirer d'autres clients. On est très content en plus qu'il y ait de plus en plus d'acteurs.
Parce qu'avant, on était seul, donc il n'y avait pas de benchmark, de comparateur. On a plein de clients qui sont démarchés par d'autres, mais qui simplement par le discours et par la maîtrise de notre approche en termes de customer care sont assez satisfaits de ce qu'on fait. Donc on pense que notre métier, c'est un métier de service, c'est un métier de conseil. Donc le volet conseil est très important, on met beaucoup en avant les produits, les mots un peu compliqués, mais en réalité c'est l'épargne des gens et le vrai sujet c'est le conseil. Alors justement, c'est quoi, Marc Kamgen, la gestion d'actifs pour Monsieur Tout-le-Monde? Bah, écoutez, la gestion d'actifs, c'est pour Monsieur Tout-le-Monde, je dirais que c'est la délégation. C'est la délégation. Vous faites confiance à quelqu'un qui gère votre épargne pour votre compte, de façon simple. Sur un marché réglementé, des fois, il y a une asymétrie d'information ou alors un manque d'éducation financière sur tout ce que le marché financier offre. Et il y a des experts qui sont là, qui travaillent plein temps, 24 sur 24, 7 sur 7, pour vous offrir les meilleures possibilités que le marché offre. Donc, je ne sais pas si j'ai été simple, mais c'est un peu ça l'idée. Qui peut être votre client? Combien doit-il avoir dans son portefeuille, dans son compte à banque ou dans sa poche? 10 000, il vous intéresserait? 100 000? 1 million? 100 milliards? 10 milliards? Très bonne question. En fait, par nature, tous nos produits en général ont été créés avec une base de souscription minimale de 10 000 francs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, même dans notre réseau de distribution, en fait, les commerciaux qui vendent nos produits ont tendance à se focaliser sur vraiment le haut de la pyramide en termes de revenus. Mais de façon structurelle, la construction de nos produits a été faite à partir de 10 000 francs. Et d'ailleurs, comme vous savez, avec la prolifération de sociétés de gestion de portefeuille, certains acteurs vont plus bas. Nous, on pense qu'aujourd'hui, 10 000 francs, reste quelque chose de correct pour un début. Et d'autres acteurs pensent qu'on peut aller plus bas et on accompagne cette dynamique. Pour quel rendement et à quelle échéance? Tout simplement, notre rendement est assis sur les possibilités de marché. Donc, on investit dans des portefeuilles diversifiés qui ont des emprunts obligataires. Pour la plupart, c'est des obligations d'États de notre zone. Cameroun, Gabon, Congo, Tchad, Guinée équatoriale, on n'en parle pas souvent. Et on fait des portefeuilles mixtes, sachant qu'en moyenne, ces États ont des émissions autour de 5 à 6%, dont le rendement minimum chez Harvest est de 5%, net d'impôts. Par contre, l'historique de notre portefeuille montre qu'on est largement relativement au-dessus de ces 5%, avec des rendements toujours supérieurs à 5,5 depuis le lancement il y a 5 ans. Alors, vous avez parlé de produits. Est-ce que vous pouvez présenter un ou deux de vos produits et dire lesquels sont les plus sollicités et pourquoi ils sont sollicités? C'est une très belle question encore. En fait, pour la petite histoire encore, comme je vous ai dit, l'asset management, c'est du conseil. Donc, on crée des produits intrinsèquement par une demande clientèle. Historiquement, l'investisseur en CEMAC avait son argent en banque ou en assurance. En banque, il avait des rendements autour de 1-2% en fonction des banques ou de 3% s'il mettait beaucoup de milliards. Et il se trouve que cet investisseur avait l'avantage de la banque qui lui donnait de la sécurité. Donc, c'est important pour lui que son argent soit en sécurité. Aujourd'hui, à ce même investisseur, on a rajouté une couche, un autre pilier, en plus de la sécurité, la rentabilité. Donc aujourd'hui, on a une rentabilité supérieure, ce qui vraiment a attiré de façon un monsieur qui fait le choix entre 3 et 5%. Le choix est vite fait, tout en ayant la même sécurité. Un troisième pilier qu'on a rajouté, c'est la liquidité. C'est-à-dire en plus de la sécurité qu'on offre, de la rentabilité qu'on met en plus, on a rajouté la liquidité. La liquidité, justement, c'est quoi? La liquidité, c'est la capacité à entrer et sortir, tout simplement. Donc, vous avez besoin de poser son argent, à le récupérer. À le récupérer. Ce que souvent les produits bancaires ou d'assurance ne proposent pas. Ou quand ils proposent, mettent des conditions de sortie assez drastiques. Donc pour nous, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et on a essayé de remplir des avantages associés à nos produits. Ce qui fait qu'on a élargi fortement le panel de personnes qui souscrivent à nos produits. C'est vrai qu'on a, en termes de nombre de clients, plus de 90% de particuliers. Ça, c'est vraiment pour nous. Alors, c'est l'inverse, puisque le directeur général de la BVMAC a parlé en termes de proportion 2% de personnes physiques et, on va dire,
18% de corporate, et vous vous dites que c'est plutôt l'inverse. C'est tout à fait l'inverse. Parce que notre activité, effectivement, vis-à-vis de la BVMAC, par exemple, ils nous considèrent comme un corporate. Parce qu'on est effectivement le produit en face du marché. Mais en réalité, on collecte de l'épargne. On collecte de l'épargne pour le grand public. Donc, si on fait de la ségrégation de nos porteurs de parts, de nos investisseurs, il verra que c'est plus de 2%. Donc, concernant la gestion d'actifs, l'objectif vraiment, c'est de créer le lien entre ces porteurs, cette population et le marché financier. Vraiment briser la glace via nos produits et en apportant toute la transparence et surtout l'expertise pour expliquer, en fonction du profil de risque, ce qu'il faut faire avec son argent, dans un horizon de placement sur lequel on échange, on conseille encore, je reviens sur le conseil, en fonction du long terme, moyen terme, court terme. On vous propose des produits adaptés à votre profil. Alors, ce conseil dont vous parlez, est-ce qu'il est personnalisé ou alors il est fonction des fonds que vous gérez et donc catégorisé? Est-ce que vous êtes capable de suivre un client, personne physique, au jour le jour et le conseiller autant que vous conseillerez, par exemple, un fonds d'investissement ou un fonds de gestion de retraite, parce que je sais que vous en avez dans votre portefeuille. Bien entendu. Bon, en général, ce qu'on a fait, d'un premier temps, c'est de comprendre les besoins des investisseurs. Quels sont leurs besoins? En général, il n'y en a pas des tonnes. Hein. Soit on veut construire une maison, soit on veut payer les études de ses enfants, soit on veut épargner, faire du complémentaire pour sa retraite, soit on veut acheter un terrain, construire. Donc en général, simplement par cette classification, vous pouvez demander à plusieurs personnes qu'est-ce qu'ils font avec leur épargne, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'ils font avec leur épargne future, c'est toujours la même chose, hormis la consommation quotidienne. Donc à partir de ces classes-là, on a créé des produits adaptés à ces objectifs. Celui qui veut, par exemple, faire un investissement court terme, accumuler de l'épargne pour faire un projet d'un horizon court terme, on a un projet adapté. Celui qui est dans une logique plus long terme, qu'on appelle l'horizon 5-10 ans, on a un projet adapté. Pour ceux qui sont dans un horizon plus lointain, encore de là de 10 ans, on a un projet adapté. Donc vraiment, c'est un peu... on ne va pas dire qu'on a spécifié à chacun son produit, sinon on ne s'en sortirait pas. Mais on essaie de classifier par besoin et adapter et comprendre le besoin et justement conseiller le produit le plus adapté. Maintenant, on ne ferme pas la porte à ce qu'on appelle des mandats dédiés pour des gens qui ont des particularités, mais c'est souvent éligible à des tailles d'actifs un peu plus importantes. Voilà. Alors, dernière question, monsieur le directeur général. On comprend bien que vous collectez des fonds et vous gérez un portefeuille qui est diversifié. Vous réinvestissez dans l'économie réelle. Et quels sont les secteurs les plus rentables j'espère que c'est pas un secret que vous allez dévoiler. Quels sont les secteurs de réinvestissement des fonds que vous collectez les plus rentables? C'est une bonne question. Bon, notre univers... C'est l'immobilier, l'énergie? C'est une bonne question parce que souvent des gens nous posent la question, qu'est-ce que vous faites avec notre argent? C'est une très bonne question. En fait, notre univers de placement, et c'est ce qui est magnifique, c'est un univers qui est complètement connu. Qui est connu, c'est le marché financier. Sur notre marché financier, on a des États qui émettent et on a des entreprises. Donc c'est un univers qui est connu et d'ailleurs, on suggère aux personnes d'aller vers ces actifs-là parce que c'est des sociétés ou des États qui ont décidé de jouer le rôle de la transparence. Donc on n'est pas dans une logique de vous promettre des rendements qui ne sont pas assis sur des actifs tangibles et réels. On a été sensibilisés par vos échanges sur le digital et autres. Et c'est des choses très bien qu'on encourage. D'ailleurs, on a travaillé fortement avec le régulateur pour pousser cette classe d'actifs parce qu'il y a un besoin. Mais on insiste toujours sur le côté régulation, transparence. Moi, je ne suis pas un expert de blockchain et autres. Je ne sais pas ce que c'est. J'estime que ce n'est peut-être pas des choses de chez nous. Le jour où on aura l'infrastructure pour le mettre en place et que ce sera transparent sur notre marché avec des données claires, pas de l'importation de technologies qu'on ne maîtrise pas, là peut-être on se dira il y a quelque chose à faire. Donc notre univers, c'est un univers, pour revenir à votre question, connu sur le marché actions. Il y a 6 actions aujourd'hui. On pense que ça va continuer d'augmenter compte tenu de la volonté des chefs d'État de notre région de privatiser, d'amener sur le marché des sociétés. Notre univers, c'est le marché obligataire. On le voit, il y a 3 ans, le marché obligataire, en intégrant celui de la BEAC, était à 2 000 milliards. Aujourd'hui, il est à 5 000 milliards.
Donc les États ont de plus en plus besoin de ce marché pour se financer. Notre marché, c'est la BVMAC. On l'a encore vu récemment avec l'emprunt camerounais qui a été coté à la bourse, la bourse régionale d'Afrique centrale, qui est située à Douala. Donc un des gros avantages, c'est cette transparence-là. Tous les vendredis, on vous fait des reportings à nos clients et ils voient exactement quelle est la composition des actifs. S'il n'y a pas de magic box où apparaissent des produits avec des rendements qu'on ne sait pas mirobolants. Marc Kaimgang, merci. C'est nous qui vous remercions encore. Hello Business, c'est à présent terminé. À très vite.